par un salarié, la prime des nuits, les primes des vacances, la prime de fin d'année, la carte orange sans papier, les visites médicales non passées, toutes ces primes ne sont pas réglées. La SNCF, il soutient cette entreprise pourrie. C'est une entreprise qui a plusieurs grèves à Marseille, à Montparnasse, sur la ligne C. Et aujourd'hui, le personnel, ils sont marre de cette entreprise pourrie, qu'elle ne respecte pas le temps du travail. Des kilomètres ça. L'entreprise Chalon-Star, elle ne veut pas négocier. Elle n'est pas venue de ses salariés. Et la conseillère, il est complice Chalon-Star. Complice Chalon-Star. CCF. Chalon-Star. CCF. Chalon-Star. À destination d'Avignon sont priés de se présenter voie 23 au point accueil. Ladies and gentlemen, your attention please. Will passengers on special TGV Exploitation sur Paris-Marseille en 3 heures. La mise en service du TGV Méditerranée constitue je dirais, un événement majeur. Je dirais à la fois d'ailleurs pour la SNCF et pour RFF, qui je dirais, depuis 3 ans est maintenant je dirais, notre partenaire dans le nouveau paysage ferroviaire français. Et je dirais cet événement majeur, bien sûr, c'est celui de la mise en service d'un nouveau système. D'ailleurs, j'ai rencontré Isaac Sénégal. Je connais bien beaucoup Simon. Je ne sais pas où ils ont fait. Ah oui, c'est J'ai pas vu le montage. commercial qu'est la SNCF.
Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, sa maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage, c'est pas forcément... La culture est très morcelée, donc il n'est pas question de remontrer comme on l'a fait dans le nord de la France, où les paysages évidemment sont superbes, où il était question évidemment de ne s'approcher ni des Alpes, ni du Luberon, ni de la Camargue, ça parle à tout le monde. Il fallait donc trouver une solution pour un projet qui, au plan environnemental, s'annonçait particulier. C'était des dessertes, l'aménagement du territoire, mais c'est très vite passé au second plan, les riverains potentiels de la ligne. Nous nous réjouissons de pouvoir faire des gains substantiels de vitesse, et avec le TGV Méditerranée, le fait d'avoir cette ligne à grande vitesse, c'est l'immense possibilité de gagner plus d'une heure, 1h20, sur toutes les relations du Sud, et des trains qui partent plus tôt et qui arrivent plus tard. Donc ça, c'est la technologie telle qu'on la connaît. Mais ce que nous disent les clients aujourd'hui, c'est qu'ils veulent une conception moderne de la technologie. Et cette conception moderne de la technologie, j'allais dire qu'elle s'incarne dans deux... On arrivera tout à l'heure en provenance de Marseille. Alors, parlez-nous un peu des gares. Oui, ces gares, effectivement, je crois que c'est réellement un des symboles du TGV Méditerranée, puisque c'est le point d'entrée dans le réseau et à l'inverse, le point d'entrée dans les pays que dessert le TGV. Et on a particulièrement soigné donc, ces gares, tant en termes d'usage, de fonctionnement, la manière d'accueillir les gens, qu'en termes d'image. L'été. Donc le confort thermique très important, le confort acoustique que je cite au passage est un élément très important dans l'ambiance de ces gares, et le confort visuel parce qu'on est dans le midi, la lumière est très forte et il faut à la fois la faire pénétrer de manière douce dans ces espaces mais aussi se protéger d'une trop forte luminosité. Donc le confort... Alors on a beaucoup parlé de pas mal de choses, on était avec les gares tout à l'heure. Évidemment, pour arriver dans ces gares, il faut qu'on puisse venir en TGV. Et j'ai à côté de moi Roland Bonepart, qui est directeur du matériel et de la traction de la SNCF. Roland Bonepart, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu donc, des différents TGV qu'on va pouvoir trouver sur ce TGV Méditerranée, puisque je pense que du reste, les TGV Orange ont tous disparu maintenant. Oui, bonjour à tous. C'est vrai, les TGV Orange, ils ont cessé d'exister et ils ont été... Et puis, il y a 30 rames duplex pour l'instant et bientôt, ce chiffre va doubler. D'ici début 2004, ces 30 seront devenus 64. Et ils sont tous à 300 km/h et donc, je dirais, adaptés pour cette nouvelle desserte. Bien, Roland Bonepart, merci. On arrive, vous le voyez, sur la ligne TGV Méditerranée, puisque nous passons ici en gare de Valence TGV, et on va apercevoir dans quelques temps eh bien, les paysages, je dirais, de cette nouvelle ligne. Et on va retrouver bientôt donc, Hervé de Tréglaudet, de Réseau Ferré de France, puisque nous arrivons sur la ligne nouvelle de ce réseau ferré. Vous pouvez apercevoir sur votre gauche au loin les paysages du Vercors et sur votre droite les paysages de l'Ardèche.
Et avec Hervé de Tréglaudet, nous allons parler un petit peu du futur, puisque nous allons parler des lignes TGV, je dirais, à venir. Hervé de Tréglaudet, bonjour, merci de nous rejoindre. Donc alors, la perspective dans l'avenir pour le TGV? Comme vous le savez, Réseau Ferré de France est maintenant chargé des prochaines lignes nouvelles, donc l'étude et la réalisation. Et donc on va, bien entendu, la France ne va pas s'arrêter à cette magnifique réalisation qui est le TGV Méditerranée. Donc nous avons bien sûr à l'étude bien d'autres projets. Alors les conditions d'étude de ces projets ont changé assez profondément depuis la création de Réseau Ferré de France en 1997. Bon, d'abord ce sont des projets de participation très étroite des collectivités locales et en particulier des régions, donc à toutes les étapes, qu'il s'agisse du suivi des études, du financement, bien entendu, etc. Alors cela dit, quels sont les projets que nous avons dans nos cartons qui sont à l'étude? Je les grouperai en 4 catégories. Bon, d'abord, dans la première catégorie, il y a la LGV Est qui est en cours de réalisation, travaux communs. 250 km de ligne et 500 ouvrages d'art. Oui, donc, alors nous sommes à l'heure actuelle sur un des premiers ouvrages d'art importants, le viaduc de la Grenette, ici, avec le petit village de La Roche-sur-Grane sur la gauche de notre train. Et nous traversons un deuxième ouvrage important qui est le tunnel de Tarte-Aiguille, ici, qui fait plus de 2300 mètres de long. Et vous pouvez voir ce tunnel qui est un petit peu en dos d'âne sur la caméra qui est placée à l'avant de notre TGV. Ce viaduc a une section très importante, qui est une section de 100 mètres carrés d'air et qui permet le croisement de deux trains à grande vitesse à 300 km/h. Nous allons ressortir ici dans la plaine dite un petit peu de la Drôme provençale pour aller en direction de Montélimar, que nous éviterons sur la droite, et nous rejoindrons ensuite la vallée du Rhône à hauteur de la plaine de Pierrelatte. Sur 4, c'est par là. Ça doit être celle de la presse. Ouais, l'environnement. Bon, là, il faut une personne dans le voir. Ce soir, donc, le train de retour arrivera aux alentours de 3 h du matin en gare de Paris. Et pour votre confort, la SNCF et la direction de l'Île-de-France a mis en place tout un service de bus transilien qui seront à votre disposition à l'arrivée en gare de Paris-Lyon pour vous permettre de rejoindre les différents points de la capitale où vous souhaitez être déposé. Pour faciliter ce transport dans ces cars franciliens, nous allons passer parmi vous pour vous demander dans quel secteur de Paris vous souhaiteriez être disposé afin de pouvoir disponibiliser les autocars dans ce domaine. Voilà. Merci donc de répondre à nos hôtesses qui vont passer parmi vous pour recueillir vos demandes. Merci. J'ai laissé ma bagnole aussi. Bien, on reprend la description de cette ligne TGV Méditerranée. Nous traversons, je vous le disais, la plaine de Marsanne. Marsanne est un petit village qu'on a vu sur la droite, qui est notamment la patrie d'Émile Loubet. Et nous allons directement vers Montélimar. Montélimar, donc une ville importante que vous avez sur la droite, avec ici peu d'ouvrages d'art, mais les ouvrages d'art, nous allons les rencontrer tout à l'heure quand nous allons passer dans la vallée du Rhône. Car on vous le disait, depuis notre départ de Paris, cette ligne TGV
a été construite suivant des contraintes importantes, des contraintes paysagères, des contraintes environnementales, des contraintes sismiques, des contraintes de positionnement qui ont fait qu'il y a plusieurs... Comme j'avais dit, ça y est, on a plongé c'est à peu près L'arrivée du TGV Méditerranée est un événement important. Il est médiatiquement important puisque vous avez qui va effectuer la relation Paris-Marseille en 3 heures. Alors, nous passons ici à hauteur de la commune d'Allan et la ville de Montélimar se trouve sur la droite. Je vous rappelle que tous les intervenants depuis tout à l'heure, ainsi que d'autres responsables de la SNCF et du réseau ferré de France, seront à votre disposition dans le village, quand vous arriverez tout à l'heure sur le village, à Avignon, pour répondre à toutes les interviews que vous souhaitez. Donc pour la suite de l'opération, nous allons arriver à Marseille, nous aurons environ 20 minutes d'arrêt en gare de Marseille, et notre TGV repartira tout de suite pour Avignon, Avignon TGV, où là eh bien, vous trouverez des autocars qui vous emmèneront sur le site de l'inauguration. Sur ce site de l'inauguration, vous trouverez à votre disposition, je vous le rappelle, un Media Center équipé avec à peu près 300 bureaux, avec de nombreux téléphones, de nombreuses photocopieuses, des fax pour vous permettre de travailler, des écrans également qui vous permettront de suivre à 18h20 l'arrivée en direct du président culturel avant de rejoindre le village à 19h pour les discours d'inauguration. Donc avant ce moment fort de l'inauguration, je signale également 97,8 km/h. Nous allons rejoindre la ligne classique, ce qu'on appelle la ligne PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, sur la droite. Et nous allons passer sur le site de La Palue. La Palue, où il y a quelques raccordements entre notre ligne nouvelle et la ligne TGV. Pour la desserte, par exemple, d'Orange et d'Avignon centre-ville. Dans quelques instants, nous allons passer sur 2 autres ouvrages exceptionnels, 2 autres bowstrings, donc des arcs sous-tendus, je le rappelle. Ces bowstrings sont placés au-dessus du Rhône, sur une boucle du Rhône à hauteur de Mondragon et de Mornas. Donc en 2 km, il y a 2 franchissements successifs du Rhône par des ouvrages métalliques qui ont une particularité quant à leur mise en place pour éviter d'interrompre la circulation fluviale. Il a été procédé à la construction de ces ouvrages métalliques sur le côté du Rhône et lorsqu'ils ont été terminés, la charpente métallique a été totalement construite, eh bien, ils ont été tout simplement transportés à l'intermédiaire d'une barge pour traverser le Rhône. Ainsi, 2400 tonnes de métal à traverser le Rhône à Mornas pour être mise en place de l'autre côté, une opération très spectaculaire et très médiatique. Les 2 bowstrings que l'on va apercevoir dans quelques instants sont de couleur bleue. Les architectes les ont voulu de couleur bleue par rapport à la différence du viaduc de la gare d'Adémar qui est écrit, la couleur bleue étant la couleur du ciel de Provence. Et ils mettent c'est un tombé de barreaux. Et j'arrive pas au 30e. 30e, même à 200, ils demandent du 400. Qui se trouve sur la gauche. Vous voyez ces grands arcs métalliques avec ces suspentes qui tiennent la plateforme avec une passe ici qui est dégagée d'environ 145 mètres de large pour laisser place à la navigation fluviale sur le Rhône. Nous sommes toujours sur la rive gauche du Rhône et nous allons progresser en direction d'Orange, que nous allons apercevoir dans quelques instants sur la gauche. Au-delà aussi sur la gauche, le Mont Ventoux. Comme quelques temps, nous retraversons de nouveau le Rhône pour nous retrouver dans le département du Gard, au milieu des vignobles de Pavel. Derrière ta claque. Donc, la pitbull. Alors.
Regardez sur votre gauche de très beaux paysages ici de la région traversée. On aperçoit le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux qui est une étape de course cycliste. Dans quelques instants, 3 ouvrages successifs. Un premier viaduc au-dessus du Rhône, un viaduc classique béton avec poutre métallique. Ce viaduc est parallèle à l'autoroute A9. Il va nous permettre de passer sur la rive droite du Rhône. Nous allons apercevoir du reste par les caméras qui sont situées sur le côté de la rame. Ensuite, nous traverserons un deuxième viaduc qui est le viaduc de Roquemaure. Un viaduc particulier puisqu'il est en rampe de 37 pour 1000 et il va directement dans la petite colline qui se trouve juste en face où est positionné le tunnel de Saint-Geniès, un tunnel d'une longueur de 256 mètres et qui a été placé d'une manière particulière, on va le voir à l'avant, qui a été placé de la manière la plus discrète possible en bénéficiant d'une faille dans la colline pour que cet ouvrage puisse s'insérer le mieux possible dans l'environnement. Donc le premier viaduc que nous allons traverser est le viaduc sur le Rhône, un viaduc long de 680 mètres, constitué de 9 appuis d'un tablier ici en béton, qui a été construit ici par encorbellement successif. Un bon architecte, tu étais lyrique, sinon... Eh oui, mais il faut des lyriques dans tous ces techniciens. Tu vois, même Roland, il nous a stressé. Il manque cette espèce de poésie qu'il a changé. Mais pourtant, Roland pourrait être plus lyrique. Mais je le dis parfois. Oui, il a du mal à se faire. Eh oui. Bon. Voilà, regardez cette vue magnifique du viaduc de Roquemaure que nous allons franchir, avec derrière le tunnel de Saint-Geniès, un petit tunnel de 256 mètres qui est placé dans cette faille de rocher. Nous sommes ici en rampe de 37 pour 1000 et nous allons ressortir tout de suite après dans la plaine de Tavel, au milieu donc, des vignobles de Tavel, le célèbre rosé que beaucoup d'entre vous connaissent. Un autre ouvrage après, c'est le viaduc sur l'autoroute A9. Nous allons franchir dans quelques instants. Donc il y a un petit ouvrage par rapport à certains ouvrages que nous avons déjà franchis, puisqu'il s'agit ici d'un pont mixte béton-métal de 116 mètres. Et après, nous allons arriver à un très grand moment de la traversée de la ligne TGV Méditerranée, si je puis dire, c'est le passage dans le massif des Andes et la traversée du double viaduc d'Avignon. Nous pourrons apercevoir du reste l'endroit où auront lieu les festivités de ce soir. Rejoindre la ligne de Tarascon et desservir Nîmes et Montpellier. Nous montons sur le massif des Andes, je vous conseille de regarder sur votre gauche car le paysage ici va être magnifique. Nous allons au sommet, où nous sommes à l'heure actuelle, découvrir Villeneuve-les-Avignon, Avignon derrière, vous apercevez aussi le Mont Ventoux en arrière-plan, et nous replongeons ici par une rampe de 35 pour 1000 en direction du Rhône que nous allons franchir. La vue est aussi belle à droite ou à gauche. À droite, vous avez la Durance qui se jette dans le Rhône, et sur la gauche, Avignon avec le Palais des Papes en premier plan. Voilà que nous apercevons depuis ce viaduc TGV à la vitesse de 300 km/h. Juste après le Rhône, en bas à gauche, vous pouvez apercevoir le village où aura lieu ce soir l'inauguration du TGV Méditerranée avec la scène, voilà, où aura lieu le spectacle. Donc nous vous donnons tous rendez-vous là tout à l'heure. Et maintenant, après avoir regardé à gauche, je vous conseille de regarder sur votre droite pour apercevoir la magnifique gare TGV. Voilà la coque de bateau renversée, longue de 400 mètres de long, que vous présentez Étienne Tricot tout à l'heure, qui est une gare magnifique avec la protection vitrée contre le Mistral de notre côté, la protection thermique de l'autre côté. Voilà une gare unique en son genre que vous n'avez encore jamais vue, je dirais à la SNCF, d'un type tout à fait particulier. Après le passage dans cette gare, nous franchissons ici en souterrain le secteur de l'hôpital d'Avignon. Il s'agit d'une tranchée couverte et nous allons ressortir en longeant la Durance sur quelques kilomètres avec de très beaux paysages sur la Durance sur votre droite, avant d'arriver dans une zone aussi très dense au niveau d'ouvrage d'art, puisqu'il s'agit de la zone où on va trouver un viaduc de type bowstring au-dessus du péage d'Avignon, du péage de l'autoroute A7.
un viaduc sur l'autoroute et derrière le tunnel de la Chartreuse de Bompas. Point particulier de la ligne TGV Méditerranée, Pierre Izard en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de petites histoires. Si Pierre Izard était à côté de moi, il pourrait parler de la petite histoire certainement de la Chartreuse de Bompas. Il s'agit d'un monument, cette Chartreuse, qui est un site classé monument historique, un ancien couvent des Chartreux qui permettait à l'époque aux religieux qui venaient rendre visite au pape en Avignon de pouvoir se reposer. Ils effectuaient là un repos après avoir fait un bon pas. Et pour protéger ce site, eh bien, il a été construit un tunnel juste derrière la Chartreuse, un petit tunnel de 303 mètres de long que vous pourrez apercevoir tout à l'heure et dont l'entrée est assez exceptionnelle puisque la tête sud du tunnel que nous allons franchir a été effectivement conçue pour pouvoir symboliser les remparts d'une forteresse. Et nous allons apercevoir sur la gauche ici les paysages magnifiques de la montagne du Luberon. Voilà une nouvelle traversée de la Durance ici, face à la montagne du Luberon. Et nous continuons notre progression en direction d'un prochain ouvrage très important qui sera le viaduc de Vernègue, avant le tunnel dit de Lambesque, dont je vous reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Le président gallois est également une très belle manière de pouvoir visiter la France. Je rappelle que le 26 mai dernier, la SNCF a fait une grande traversée de la France à grande vitesse avec cette rame, donc les 1067,2 km en 3h29. À cette occasion, eh bien, dans le trajet, on peut appeler un peu le trajet retour tout à l'heure, entre Marseille et Avignon, nous vous proposerons la diffusion d'un petit film qui est réalisé par le CAV pour se remémorer cet événement, ce record du 26 mai dernier. Dans quelques instants, la ligne nouvelle va monter par une rampe importante en direction de Kazan, de la vallée agricole de Kazan, que nous allons franchir par un viaduc qui est un viaduc de 1210 mètres de long, le viaduc de Vernègue, un viaduc aussi relativement exceptionnel qui repose sur 27 piles et dont l'épaisseur du tablier varie entre la partie centrale et les extrémités pour lui donner une certaine finesse et pour lui permettre de s'insérer d'une meilleure manière dans le paysage. Évidemment, tous ces ouvrages, je vous conseille un jour de revenir à l'extérieur du TGV pour les voir sur les côtés ou du dessous, puisqu'il y a de très très beaux ouvrages que l'on aperçoit évidemment difficilement depuis le TGV. Le viaduc de Vernègue que nous allons franchir sera suivi du tunnel de Lambesque, un tunnel de 440 mètres de long. On parlait de risques sismiques, de problèmes sismiques. Tous les ouvrages, notamment les viaducs, ont été construits en tenant compte de ces contraintes, avec par exemple environ 30% de ferraillage supplémentaire pour les ouvrages en béton, et également aussi des butées au niveau des tabliers. Nous traversons ici une première tranchée couverte et nous allons franchir ensuite le viaduc de Vernègue sur cette magnifique petite vallée agricole. Continuons notre progression, nous allons arriver à proximité d'un viaduc beaucoup plus petit, le viaduc de la Touloubre, ici, qui est entre la plaine de Kazan et la plaine de Chaffard. C'est un petit pont mixte béton-métal de 375 mètres de long, mais un viaduc qui est célèbre comme
je dirais Pierre Izard, puisque c'est là que, à côté de ce viaduc, eh bien, loge, si on peut dire, ou à son lit, l'aigle de Bonelli. Les premières études ont débuté en 1989 et les premiers coups de pioche ont débuté en 1995, très exactement avant le viaduc de Ventabren. Le viaduc de Ventabren, c'est un viaduc de 1733 mètres de long, un ouvrage qui a été construit notamment en pont poussé pour une certaine partie, en construisant 45 mètres de béton successifs que l'on poussait grâce à un avant-bec au-dessus des 36 piles. Et ce viaduc de Ventabren a une particularité qui se situe au milieu, puisque au milieu il franchit l'autoroute en direction d'Aix-en-Provence. Et afin d'éviter de couper la circulation autoroutière, les deux fléaux qui se trouvent au niveau du franchissement de l'autoroute d'Aix-en-Provence ont été construits parallèles à l'autoroute. Et une fois qu'ils ont été terminés, eh bien, il a suffi simplement de les faire pivoter de 28 degrés, donc 3600 tonnes de béton pivoter de 28 degrés pour être mis en place en continuité de l'ouvrage. Voilà, nous arrivons sur le viaduc de Ventabren, en pente de 35 pour 1000, en courbe, 1733 mètres de long, avec Aix-en-Provence sur la gauche à 10 km, et au loin, on l'aperçoit, la montagne Sainte-Victoire. Ce viaduc de Ventabren est également célèbre puisqu'il a fait l'objet d'un tournage dans le film Taxi, avant évidemment son ouverture. Tout de suite après le viaduc de Ventabren, je vous conseille de regarder sur la droite du TGV. Et nous allons franchir sur la droite le dernier viaduc qui s'appelle le viaduc de l'Arc, qui est un viaduc également particulier puisqu'il est construit à côté de l'aqueduc de Roquefabourg, célèbre site touristique. L'aqueduc de Roquefabourg est un aqueduc qui date de 1847 et qui permet aux eaux de la Durance d'arriver vers Marseille. Ce viaduc a un petit peu un aspect médiéval et il est très connu de la part des touristes. Et le viaduc de l'Arc où passe ce TGV devait être un viaduc en regard, évidemment au niveau architectural de cet aqueduc de Roquefabourg. Donc on va le voir dans peu de temps tout de suite à droite, sur votre droite, ici l'aqueduc de Roquefabourg. Voilà, le viaduc sur lequel nous passons est un viaduc qui est constitué d'un pont avec une dalle de béton, une structure métallique, une structure transparente et fine qui est construite en forme de ventre de poisson renversé pour pouvoir s'insérer dans le site avec 1210 tonnes d'acier. Nous continuons et nous allons franchir à droite et à gauche le petit canal de Marseille ici, avant d'arriver en gare d'Aix-en-Provence TGV, que nous allons voir très rapidement au passage. La gare dont on parlait tout à l'heure, qui est une sorte de léger voile posé sur le plateau de l'Arbois et dont le toit reprend un peu les formes de la montagne Sainte-Victoire, avec tout un aménagement avec des micro-couliers qui se trouvent tout autour de la gare, avant que nous ne franchissions le dernier ouvrage d'art de la ligne, c'est-à-dire le tunnel de Marseille. Marseille, Aix-en-Provence, Dijon. Donc de Paris, ça fait 4 TGV spéciaux. Oui. D'accord. Voilà la gare d'Aix-en-Provence TGV que nous traversons à l'heure actuelle à la vitesse de 260 km/h. Et nous allons réduire progressivement notre vitesse avant de pénétrer dans le tunnel de Marseille. Tunnel de Marseille qui est aussi un ouvrage exceptionnel, beaucoup d'ouvrages exceptionnels sur cette ligne. Et il s'agit du tunnel français, le plus long du réseau ferré. Un tunnel de 7834 mètres qui est constitué successivement de tunnels et de tranchées couvertes. Dans le tunnel le plus long de France, hormis évidemment le tunnel sous la Manche ou encore le tunnel du Mont-Cenis qui sont des tunnels internationaux. Cet ouvrage, le tunnel de Marseille, dans lequel nous allons pénétrer dans quelques instants, a une section d'air de 63 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés pour les autres ouvrages, puisqu'ici la vitesse est limitée à 220 km/h. À l'entrée, nous sommes en fin de ligne nouvelle et dans 7834 mètres, nous ressortons pour rejoindre la ligne PLM Paris-Lyon-Méditerranée. Pour pouvoir apercevoir la Méditerranée avec au premier plan le port de Marseille et juste derrière les îles du Frioul, avec le château d'If.
tout de suite à droite, voilà, la Méditerranée. Nous sortons de l'infrastructure nouvelle à grande vitesse pour récupérer la ligne PLM. Et dans 7 km, eh bien, nous stationnerons en gare de Marseille-Saint-Charles. Je vous rappelle qu'à Marseille-Saint-Charles, il y aura un petit stationnement de 10-15 minutes. Et notre TGV repartira tout de suite en direction d'Avignon TGV. Et Avignon TGV, eh bien, des autocars vous permettront de rejoindre le site de l'inauguration avec le Media Center. Regarde la dame là-bas. Non, mais c'est juste mettre qu'elle s'en c'est pas grave. La gare de la Ciotat, ça. Ils l'ont mis en fin. C'est clair. Ça part de la Ciotat. Perché è in ritardo, dovevamo partire 12:40. La Parigi qua neanche 3 ore, 2 ore e 53. Questo come C'est très marrant ce que la radio racontait ce matin. Ils les veulent bien les Parisiens, mais ils sont gentils. Bien que nous sommes en approche de Marseille-Saint-Charles, nous allons aller dans quelques minutes. Je vous rappelle que notre TGV va stationner quelques minutes simplement à gare Marseille-Saint-Charles, juste le temps pour vous de descendre sur le quai, faire une photo et de remonter aussitôt. Je vous demande de ne pas vous écarter du TGV car nous sommes susceptibles de repartir très rapidement. Nous ne repartirons pas avant 16h06 en tout cas, bien entendu. C'est déjà que nous arrivions à gare Marseille-Saint-Charles. De toute façon, pour des raisons de sécurité, il sera impossible de sortir du quai et de traverser les voies, bien entendu, puisque la ville de Marseille a fait Tour Eiffel pour le passage en deux. Je vous rappelle que nous sommes partis de Paris à 13h02. Il est 15h57 pratiquement. Donc on va faire un petit peu moins de 3 heures. On pourra saluer cette performance qui a été faite grâce à l'équipe de conduite qui est à bord. Vous avez participé donc à la première relation Paris-Marseille en moins de 3 heures. Merci pour eux. Et nous allons repartir tout de suite après en direction d'Avignon pour la suite des événements. Voilà. Voilà, il est 15h58, 32. Il va être pratiquement 15h59. Nous aurons marqué, nous aurons fait le trajet Paris-Marseille en 15 heures, en 3 heures, pardon, même pas 3 heures, 2 heures, on va y arriver. Voilà, 2h57 pratiquement, 2h57 pour ce temps de trajet. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des opérations dans quelques instants. Merci de votre attention à tous.
dire quelques mots avant notre arrivée à Avignon. Donc à Avignon, nous allons arriver, nous allons être transférés sur le site par des bus. Donc tout le monde doit prendre ses bagages et il pourra les déposer à l'entrée du Media Center. Au Media Center, les journalistes trouveront toutes les facilités pour travailler et ils pourront également compléter leur information car des personnes de la SNCF notamment seront à leur disposition. Les attachés de presse de la SNCF, je fais partie, nous sommes 6. Vous pourrez vous mettre en liaison avec nous, nous serons présents donc au Media Center où vous pourrez nous demander toutes les informations dont vous aurez besoin et nous vous mettrons en relation également avec les dirigeants de la SNCF de geste inaugural du président de la République sera retransmis sur écran sur le site d'Avignon. Les discours officiels sont prévus à partir de 19h et ensuite, ce qui est prévu, un spectacle de danse et un feu d'artifice. Les retours, comme vous le savez, pour ceux qui retournent sur Paris, sont prévus à partir de 0h25. Ok, ça va? Ah ouais, t'as fait. Gradin, merci. Votre attention, s'il vous plaît. Dans quelques instants vont débuter les discours officiels. Nous vous invitons à rejoindre les gradins. Merci. In a few moments, we'll start the official speech. You are invited to join the tears. Thank you.
Et là, Cioè, per le foto c'è solo beh, chiunque vuole. Dario, tu vuoi fare delle foto? Tu vuoi andare a fare delle foto? Perché non frega delle Mais quand même, passez-moi la demi. Allez, je vais le gars, je pense qu'il arrive. Ah, ça y est, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Claude Martinant, président de Réseau Ferré de France. Ladies and gentlemen, Mr. Claude Martinant, Chairman of Réseau Ferré de France. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, nous procédons aujourd'hui à une double inauguration solennelle, celle d'une infrastructure nouvelle de 25 milliards de francs environ, la ligne à grande vitesse LGV Méditerranée, celle d'un ensemble de nouveaux services intéressant le quart sud-est de la France, le TGV Méditerranée. Je m'exprime ici aujourd'hui en qualité de maître de l'ouvrage. Le choix d'Avignon pour cette cérémonie est particulièrement judicieux, Madame le maire, puisque votre ville est située près de la nouvelle étoile ferroviaire du réseau à grande vitesse. Désormais, 250 km de lignes nouvelles offrent à notre vue une succession harmonieuse d'ouvrages, parfois exceptionnels, comme les nouveaux ponts d'Avignon, bien insérés dans le paysage et respectueux de l'environnement. C'est un constat largement partagé aujourd'hui. Les régions traversées le méritaient, bien sûr. Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, l'inauguration du TGV Méditerranée est une fête dans cette belle cité d'Avignon, dont je veux saluer Madame la maire. Une fête qui marque d'abord la fin d'un magnifique chantier. Claude Martinant, le président de RFF, vient d'en parler. Je ne peux que m'associer à lui pour dire la fierté de la SNCF d'en avoir été le maître d'œuvre, pour dire notre reconnaissance, ma reconnaissance aux acteurs de cette admirable réalisation. Employés des multiples entreprises qui ont travaillé sur ce chantier et ont réalisé des prouesses, responsables de Réseau Ferré de France qui ont remarquablement assuré la maîtrise d'ouvrage depuis 1997. Monsieur le ministre,
Madame la Ministre, Madame la maire d'Avignon, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les présidents de la SNCF et du réseau ferré de France, Mesdames et Messieurs, sans oublier un salut amical aux jeunes cheminotes et cheminots qui sont rassemblés pour cette journée exceptionnelle et à qui je tiens à dire toute l'estime que nous portons tous à une corporation qui fait honneur à notre pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord, m'adressant au personnel de la SNCF et du réseau ferré de France, les féliciter pour cette magnifique réalisation. Le TGV est aujourd'hui le train de tous les Français. 20 ans après la mise en circulation de la première tram, il est devenu pour tous nos concitoyens un moyen d'évasion, en même temps qu'un outil de travail. Plus encore que la prouesse technologique qu'il représente, c'est l'engouement du public pour un moyen de transport rapide, confortable. La ligne que nous ouvrons aujourd'hui est l'aboutissement d'un projet dont l'origine remonte à plus de 20 ans. C'est en effet en 1976 que, permettez-moi de le dire, Premier ministre à l'époque, j'ai signé le décret approuvant la construction du premier tronçon de la ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon, et c'est pour moi un objet de fierté. Merci. Par où on est arrivé? C'est un TGV. Réveillé au confort, il a sa vie, et c'est une grande concernée. On va tourner une page, mais on va rester dans le sujet. Ça va vous permettre de nous reparler de l'accueil, parce que tout ça, il est gentil, il faut les rames, il faut les machines, il faut... Maintenant, ce qu'il faut essayer, c'est de coller à l'évolution de nos clients. Alors, nos clients, ils ne cherchent plus l'identisme, ils cherchent une bonne architecturale, en soi. Ils cherchent une gare qui a un excellent niveau de confort et puis surtout une gare pratique, c'est-à-dire une gare dans laquelle on se retrouve, une gare dans laquelle c'est des gens qui ont mis à la fois la partie historique et en même temps l'événement récent encore plus militaire. Retour, voilà, à la place publique virtuelle sur le portage. Imaginez, notre